Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Business 24 Africa. Depuis 1960, date de son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a élaboré de nombreux projets en faveur des collectivités territoriales. Nous sommes en 2018 et le pays semble encore un État centralisé avec pour épicentre Abidjan, la capitale économique. Qu'est-ce qui retarde le développement des autres localités et quelles solutions pour l'autonomisation économique des régions? Nous en parlons aujourd'hui dans notre émission Ça fait débat avec nos différents invités. Monsieur Amadou Koné, le maire de la commune de Tanda. Tanda, c'est une ville à l'est de la Côte d'Ivoire, située à quelques 350 km d'Abidjan. Bonjour monsieur le maire, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes en compagnie aussi, tout près de vous, de maître Zéori Bertin Paul Arnaud, notaire, conseiller spécialiste de la gestion du patrimoine, enseignant-chercheur des universités. Bienvenue. Maître, merci madame. Bienvenue sur notre plateau. Ça n'a pas été facile. Vous venez de Iré nous rejoindre sur ce plateau. Absolument. Voilà, pareil pour monsieur le maire aussi, qui devait aller dans sa localité. Et nous avons pu vous immobiliser sur ce plateau. C'est la force de Business 24. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'une dame enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, madame Touré Nantari, et spécialiste en développement durable. Bienvenue sur notre plateau, madame. Merci. Et tout près de vous, nous avons notre journaliste confrère Assalé Timoko, qui n'est plus à présenter, en tout cas pour nous qui sommes sur le plateau et pour des Ivoiriens aussi. Il est le directeur général du journal L'éléphant déchaîné. Bonjour. Bonjour monsieur Assalé, bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui nous parlons de développement local, développement de nos collectivités territoriales. Et déjà nous allons commencer avec madame Nantari Touré. Qu'est-ce qu'on entend par développement? Alors, merci déjà pour cette lutane que vous nous donnez. Le débat de ce thème est très enrichissant. Alors, déjà, il faut qu'on sache que le développement a au centre l'homme. Donc, l'homme est au centre de tout développement. Donc, on peut dire que le développement, c'est la prise en compte du bien-être matériel de l'homme dans son environnement de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans développement? Dans le développement, on pourra prendre en compte le développement des infrastructures déjà socio-économiques de base qui vont amorcer un certain développement au sein d'une localité donnée, à savoir les voiries par exemple. Ensuite, en termes de développement, nous allons également prendre en compte la notion d'accès déjà à la santé, d'accès à l'éducation et à la formation, également d'accès à l'eau, à l'électricité et enfin la prise en compte des richesses locales, c'est-à-dire le développement des richesses locales. D'accord. Alors, monsieur Assalé, est-ce qu'au vu de ce que vient de dire madame Nantari, sans aucune prétention, nous pouvons nous vanter de dire que nous avons des régions développées en Côte d'Ivoire? Non, pas besoin de faire une école en matière de développement pour savoir qu'on a utilisé beaucoup de retard sur ce plan-là et que les efforts des gouvernants pour envoyer le développement dans les zones locales sont peut-être appréciables, mais beaucoup de choses restent encore à faire. On ne peut pas donc dire qu'aujourd'hui nos régions sont développées. Il suffit d'aller sur le terrain pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de souffrances sur le terrain. Alors, monsieur le maire, après 18 ans passés aux États-Unis, vous avez décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter votre pierre à l'édifice, c'est-à-dire le développement local. Qu'est-ce que ce que monsieur Assalé vient de dire, c'est exact? Oui, c'est exact. Nous constatons tous en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Et je pense que la participation de tous est souhaitée. C'est pourquoi, modestement, nous essayons de jouer notre petite partition pour que nos populations aient un mieux-être. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Alors, maître, dites-nous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce développement-là? Quels sont les points qu'on peut évoquer pour parler de développement dans un pays? Parfaitement, le développement, comme le disait madame, le développement pour nous, ça n'est pas spécialement des immeubles. Ça n'est pas le bitume partout, ça n'est pas des infrastructures, des superstructures, des ponts et autres. Le développement, ce n'est pas spécialement des richesses à perte de vue. Le développement, c'est d'abord mental.
c'est d'abord la perception qu'on a de soi et de l'autre. Mais est-ce qu'on peut parler de développement sans parler aussi des immeubles, des infrastructures dont vous parlez, des routes, tout ça? Est-ce qu'un développement aussi est possible sans ces différentes réalisations? Absolument. Il faut commencer par la bonne approche du développement, comme elle a souligné. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce que si les éléments en amont sont accomplis, les immeubles, les écoles, les infrastructures, l'hydraulique villageoise, tout ça, ça va suivre. Parce que si l'homme est accompli, si l'homme considère l'autre comme un bénéfice plutôt que comme un ennemi, il est évident que l'entente, la cohésion, l'amour de l'un envers l'autre vont contribuer à favoriser l'avènement du développement, puisque les vecteurs du développement sont nourris par la paix, la réconciliation, la bonne ambiance dans l'environnement. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Assalé, la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales stipule en son article 2, et je cite, que les collectivités territoriales sont dotées chacune de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être utile de poser la question à M. le notaire. Ah oui, bien sûr. Qui est le juriste en activité. Mais c'est simple, on parle d'autonomie financière. Ça veut dire que dans la conception de ce développement, dans cette politique décentralisée, les entités décentralisées doivent avoir les moyens de leur politique locale. Mais dans les faits, chacun sait que ce n'est pas ce qui est fait. Par exemple, la ville de Tezalé, dont je suis originaire, a une mairie, et puis dans le budget 2018 de l'État de Côte d'Ivoire, la subvention à la mairie de Tezalé, c'est 40 millions. Alors que Tezalé est couplé à Ndouzi. Quand vous voyez l'étendue de l'espace, 44 millions, ça peut pratiquement rien faire. Ça se gère en un trimestre. Et les 3 autres trimestres qui restent dans l'année. Donc il n'y a pas d'autonomie financière. Quand on interroge les maires, souvent ils disent on lève des taxes, on collecte, on remet à l'État. Mais le retour même pour que la part de la collectivité arrive, il faut avoir des relations. Il faut faire du lobbying. Il faut monter. Souvent même quand il y a du parti opposé au parti au pouvoir, vous ne pouvez même pas avoir même cette redevance-là. Et tout ça, ça fait que les définitions sont faites sur papier, mais dans la pratique, c'est un océan d'opposition qui font que rien ne fonctionne comme sur le terrain. Je suis un peu dans le développement social local. Madame l'a dit, l'homme doit être au centre de tout ce qu'on fait. Quand on veut construire un pont, on doit pouvoir s'interroger sur l'avantage que ce pont-là apporte aux personnes qui vivent là-dessus. Ce n'est pas de faire un pont, créer une inondation pour tuer les gens. Donc il y a toute une réflexion qu'il faut faire autour, et il y a une politique qui accompagne tout ça. S'il n'y a pas les ressources derrière, on va décentraliser, mais si le pouvoir reste à Abidjan, ça ne sert absolument à rien du tout. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous sentez à votre niveau, au niveau des Tanda, cette autonomisation financière? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question essentielle. Vous savez que déjà, dans la dernière constitution que la Côte d'Ivoire a votée, pour une fois, nous avons inscrit dans notre constitution que les compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales, il faut que les moyens suivent. Donc pour une fois, ça a été pris comme un acte de loi. Oui, ça va prendre encore du chemin pour être une réalité sur le terrain, parce que comme l'a dit tout à l'heure mon frère Assalé, quand vous avez pour les petites communes qui n'ont pas de grandes ressources propres, quand vous avez un financement d'autour de 40 millions au titre des investissements, c'est vrai que c'est difficile de faire beaucoup de choses. Moi, je suis arrivé à Tanda, j'étais naïf politique, parce que je venais des États-Unis où j'ai fait une vingtaine d'années où je suis ingénieur. Je pensais que les choses devaient se faire un peu comme aux États-Unis. Heureusement, quand je suis arrivé, le gouvernement me dit que l'école sera obligatoire, donc j'applaudis des deux mains. Je fais le tour de ma commune où la plupart des villages n'ont que 3 classes. Je lui dis, mais tiens, donc il faut construire des écoles. Parce que si l'école est obligatoire, il faut envoyer nos enfants à l'école, mais où est-ce qu'on veut qu'ils s'asseyent? Donc on fait construire des écoles avec des amis, avec des bailleurs, dans la plupart des villages. Mais pour payer ces personnes, c'est toute une équation.
Vous savez, nous avons eu une expérience heureuse à Tanda, où avec les partenaires, nous avons fait une école américaine, où les enseignants viennent des États-Unis. Le programme est hybride. Les enfants, j'aime dire, c'est comme s'ils prenaient l'avion le matin, allaient aux États-Unis à l'école et puis revenir. C'était un rêve d'enfance, c'était un rêve que j'ai eu quand j'étais aux États-Unis. Je suis venu d'une famille très modeste. Je ne pouvais pas me payer un billet pour venir à Abidjan, à plus forte raison aller aux États-Unis quand j'étais enfant. J'ai été sélectionné par la magie de hasard. Parmi les 10 meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire en 1994, je suis allé aux États-Unis. J'ai dit que ça a changé ma vie. Je me suis dit, tiens, il faut donner ce type d'opportunité à nos enfants. Nous avons fait l'école américaine. Mais l'école américaine, c'est une école privée, ce n'est pas pour tout le monde. Je dis à côté de ça, il faut donc construire des écoles. Nous le faisons, mais il faut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, tant que nous n'avons pas suffisamment de financement, et c'est cela qu'il faut encourager le gouvernement. Okay. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la décentralisation, c'est une volonté politique, c'est tout. Ce n'est rien d'autre qu'une volonté politique. Si le gouvernement ne veut pas faire, rien ne l'oblige à faire la décentralisation. Seulement, on constate que dans les pays où la décentralisation est bien faite, ces pays-là sont développés, ces pays en bénéficient. Donc, on ne peut qu'encourager le développement et le gouvernement aller dans ce sens. D'accord. Alors, docteur, est-ce que cela veut dire qu'il faut compter désormais sur d'autres ressources, hormis les ressources locales? Alors, je pense que oui. Parce que dans la réalité des faits, on se rend compte que compter uniquement sur les ressources de l'État ne nous fait pas beaucoup avancer, en tout cas pour l'instant. Alors je pense également que de par la loi, les élus locaux ont quand même la possibilité de nouer des partenariats, aussi bien avec le secteur privé que des partenaires étrangers, pour aider à amorcer ce développement. Mais je n'ai pas le sentiment que cette voie est suffisamment explorée. Par les élus locaux? Par les élus. Okay. Voilà, que cette voie est vraiment suffisamment explorée pour emmener des partenaires locaux à adhérer à ce processus de développement local. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Moi, je prends simplement la ville de San Pedro, d'où je suis native. Eh bien, San Pedro, c'est quand même le premier port cacaoyer du monde. San Pedro, qui est une ville économiquement viable. Mais San Pedro n'avance pas beaucoup. Vous voyez? Alors que la plupart des opérateurs économiques vraiment de poids, ils sont basés. Mais on n'a pas le sentiment que ces opérateurs économiques sont associés au développement de la ville. Ne serait-ce que par les voiries internes, ne serait-ce que par ça. On n'a pas ce sentiment, alors qu'il y a de la richesse à San Pedro. Et comme je suis dans le développement durable également, je suis en contact permanent avec ces opérateurs économiques, surtout, imaginez dans le domaine du cacao. Je suis en contact avec ces opérateurs et le sentiment que j'ai, c'est qu'ils ne sont pas vraiment associés. Ils n'attendent que ça, mais en même temps, ils ont besoin également, si vous voulez, de fiabilité, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin également d'être sûrs que les ressources qu'ils vont consentir à mettre à la disposition de ces localités pourront effectivement être affectées réellement aux besoins qui ont été énoncés. Donc vous indexez dans cette gestion-là les maires. Le paradoxe dans ce que vous êtes en train de dire, chère madame, je suis totalement d'accord avec vous encore une fois. Le paradoxe, c'est que la main qui donne, elle est toujours au-dessus. C'est pour ça que nous, dans le lot du bois, parce que madame va peut-être le dire tout à l'heure, je suis très engagé dans la région du lot du bois, une région forte de 3 départements et d'une quinzaine de sous-préfectures pour aider, pour participer, pour soutenir, si vous voulez, la sortie du sous-développement, lutter contre la pauvreté et l'ignorance. Et l'appel que je lance aux populations depuis bientôt 2 ans que je suis engagé sur le terrain, c'est un appel à un développement participatif. En réalité, je demande aux populations, pour une fois, d'accepter de prendre en main leur propre développement, de participer à la sortie de la pauvreté en donnant, en s'organisant en petits groupes, en créant, le cas échéant, des sociétés qui ont pignon sur rue ou pas, de sorte que chaque activité nourrisse la famille à laquelle elle est attachée. Si on ne fait pas ce développement participatif et qu'on en reste juste à attendre de l'État
le financement du développement, j'avoue que ça va être très compliqué. Alors, très bien. Si on attend également le financement par des opérateurs extérieurs, comme ceux que nous sommes amenés à démarcher, parce que moi, comme mon voisin, je suis issu de Paris, en France, où je vis depuis bientôt 28 ans. Et je suis encore à moitié, je travaille désormais en Côte d'Ivoire, mais j'ai fait toutes mes études à Paris, je suis diplômé de l'université Paris 2, où j'ai enseigné avant même de venir ici, pour dire que la question du développement participatif est au cœur de notre société. Je prends l'exemple de l'élection du président Barack Obama, que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, et je le dis souvent aux habitants du Lot-d'Ivoire. Monsieur Barack Obama a été élu président des États-Unis grâce à l'action conjuguée des habitants de Chicago et de l'Illinois. C'est à eux d'abord qu'il a demandé de donner leur participation. Quand je dis participation, ce n'est pas seulement l'argent cotisé, c'est aussi l'adhésion, l'apport, je veux dire, intellectuel et toutes ces choses-là. Donc vous voulez dire que les populations doivent être des artisans une aussi fois que le président Barack Obama est élu président des États-Unis, alors il a servi les Américains. Il leur a donné véritablement ce qu'ils pouvaient. D'accord. De telle sorte que nous, les Africains, par exemple, à un moment donné, on a rêvé. On a rêvé. Ok, tout à fait. Le modèle est retenu. Le modèle est retenu. Je vais passer. Oui. Moi, je voulais nuancer d'abord ce que le docteur a dit tout à l'heure, parce qu'elle a parlé des partenariats que les autorités locales pouvaient lier. Mais il faut faire attention là-dessus, parce que la législation ivoirienne ne permet pas à un maire ou à un élu local de contacter un prêt. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas un thème de prêt. Donc c'est seulement en termes de dons qu'on peut avoir. Et encore les dons, il faut faire attention, parce que nous savons que quand il y a un don, il y a toujours un attachement derrière. Moi je dis que oui, j'ai des ONG qui m'accompagnent à Tanda, j'ai des groupes aux États-Unis qui s'asseyent, qui réfléchissent comment faire avancer les choses à Tanda, qui ne connaissent même pas l'Afrique. Oui, ça peut arriver. En une minute, s'il vous plaît. Mais oui, il va finir et puis on va vous passer la parole. On veut généraliser pour dire, parce que dans la loi, comme j'ai dit, dans la législation, ce n'est pas permis à un maire ou à un élu local d'aller prendre un prêt, et au dehors, ce n'est même pas permis d'ouvrir un compte bancaire. Bien sûr. Alors de toute façon, il n'est en aucun cas question de prendre de contracter des prêts. Mais quand je reviens toujours à la ville de San Pedro, d'où je suis native, alors je vous parle d'une rue là-bas qu'on appelle la rue des banques. Moi, j'ai fait quand même du lobbying. J'ai contacté quelques banquiers. J'ai parlé avec eux. Ils sont tous plus d'une dizaine installés toutes de part et d'autre de cette rue en question. Mais qui disent, tiens, c'est vrai, ça nous intéresse de le faire, mais on aimerait s'assurer que la gestion sera transparente. Sinon, qu'est-ce que ça nous coûte ensemble de mettre dans la cagnotte quelques millions chaque année pour refaire ce pont de la route? Mais on aimerait s'assurer que ça sera transparent. Vous voyez, donc ça ressort également un autre problème. Tout ça relève de l'idée de la participation. Et les opérateurs économiques en question qui investissent, si on les associe à la gestion de la cité, il est évident qu'ils vont assurer un certain contrôle sur la gestion des choses. Ce qui se passe en réalité, c'est que les élus, me semble-t-il, sont laissés pour compte à la fois par les autorités et à la fois par les opérateurs économiques, y compris les opérateurs économiques locaux, qui ne souhaitent pas s'intéresser à la chose politique. Ça veut dire que les élus locaux n'ont plus de mainmise sur leur propre localité ou bien sur la gestion. Je pense que peut-être qu'il faut évoquer l'aspect du leadership. Ok. Si le leadership local n'est pas efficace, vous aurez mis tout ce que vous voulez comme idée dans la cagnotte, ça ne sera pas exploité. Qu'est-ce que vous appelez leadership local? Oui, je parle de la capacité des élus. Ok. À imaginer le développement. Totalement. À imaginer le développement. Alors au-delà de ce qui est comme barrière, l'État ne donne pas les moyens suffisants pour développer. La loi ne permet pas aux élus de contracter des prêts. Mais par derrière, il y a tout un mécanisme qui relève de l'imagination, qui permet non seulement d'associer les populations à comprendre qu'il faut qu'ils participent à leur propre développement. Il y a des choses basiques comme mettre de l'ordre dans la cité, la propriété. Vous avez vu dans les communes où l'insalubrité est partout, alors qu'il y a un maire résident qui est là.
tout ça, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a venu faire, le gouvernement central qui a venu le faire. C'est au maire de réfléchir à la population. Exemple, M. Saleh, merci beaucoup. Développement participatif, justement, moi je ne suis pas élu, comme vous avez dit, je suis engagé au plan local, mais par exemple, avec mes frères de la sous-préfecture de Nebo, on s'est organisé, je dis bien parce que c'est local, je les ai invités à un rassemblement, on s'est mis ensemble, chacun a donné sa part, et moi devant, on a construit la maison du sous-préfet de Nebo, qui est aujourd'hui installée, et la sous-préfecture est en train d'être mise en place. Ça, par exemple, on l'a fait avec la bénédiction de l'État, et on l'offre volontiers à l'État. Également, avec des amis, nous avons pu acquérir une ambulance médicalisée que nous avons offert à la région du Lot-d'Ivoire, qui aujourd'hui sert dans toutes les localités du Lot-d'Ivoire à évacuer les malades vers les centres. Donc c'est des modèles de gestion participative, à encourager. Le leadership doit être efficace. Si le leadership n'est pas efficace, mais tout ce que vous voulez, si le leadership n'est pas efficace, vous n'allez nulle part. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a des problèmes d'eau. Monsieur le maire, on a des problèmes d'eau. Même à Abidjan, on a des problèmes d'eau. Waké, il y a des problèmes d'eau. Papier, il y a des problèmes d'eau. Mais vous prenez une sous-préfecture comme Morocco, d'où je suis originaire, d'où je viens. Aujourd'hui, vous arrivez dans pratiquement tous les campements, vous arrivez dans. Même à Koyekoro, c'est mon village où je suis né. L'État de Côte d'Ivoire est allé construire un château d'eau d'une valeur de 400 millions. Il a suffi qu'on fasse du lobbying, qu'on présente les enjeux qui sont pour la population. Les gens ne sont pas fermés à toute possibilité d'aider la population. C'est le leadership qui doit faire bouger tout ça. Mais vous avez des élus qui ne prennent que des partis politiques et qui ne peuvent prendre aucune initiative. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on les représente encore dans 5 ans à leur poste. Quand vous êtes dans telle configuration, on n'avance pas. Vous n'associez pas l'opérateur économique dans une ville où vous êtes maire, ne pensez pas que vous allez aller quelque part. Comme madame le dit, ils sont là. Mais leur problème, c'est où est-ce que l'argent qu'on met dans la cagnotte va partir. Est-ce qu'on va être associé à ces 100 millions qu'on a mis dans la cagnotte pour faire la route? Si le maire s'assoit chez lui dans son domicile et qu'il fait son appel d'occupation gré à gré, comment ceux qui ont mis leur argent dans la cagnotte vont comprendre qu'ils doivent contribuer à ça? Donc tout est lié au leadership local. Alors, monsieur le maire, il construit des écoles avec les Américains. C'est le leadership local. Je suis d'accord avec M. Saleh. Ce que je ne veux pas qu'on fasse pourtant, c'est que on réduit le développement à des actions ponctuelles. Ça ne va pas nous permettre d'atteindre un certain développement. Le développement, il doit être institutionnalisé. Le développement, il a 3 piliers essentiels. L'industrie, les infrastructures et les services, qui sont l'école, l'hôpital et tout ça. C'est-à-dire quand on a tout ça, on va au développement. Mais il faut que ce soit institutionnalisé. Vous parlez tout à l'heure d'eau potable. Moi, j'ai eu, avec des partenaires arabes, cette année, 20 forages. On a fait 19 forages dans ma commune, qui sont donc des mini-châteaux. Et tous les villages de ma commune, je n'ai même pas encore mis ces forages-là en service. Ça vient juste d'être fait il y a 2 mois à peine. Qui m'a appelé, qui me suit sur Facebook avec des partenaires qui m'ont appelé depuis l'Égypte, j'ai cru même que c'était des arnaqueurs, qui sont venus à Tanda avec l'aide des autorités locales. Nous avons pris le Premier ministre comme haut patron, qui ont mis des fourrages dans tous les villages de ma commune. Mais il ne faut pas voir cela en termes de développement pour dire si j'ai pu faire ça à Tanda, donc l'autre doit pouvoir faire. Non, il faut que ce soit institutionnalisé. Quand on a un budget, si moi j'ai un budget conséquent pour faire le travail que je dois faire, alors on doit me juger maintenant par rapport aux résultats que je devais produire. Mais déjà, excusez-moi, M. Zéhori. Voilà, j'allais lui poser la question. Ce que je veux dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que votre commune a 40 millions. Chaque année, vous avez pris la commune de Tia Salé. Heureusement que encore ça vient d'être la semaine dernière, ça vient d'être séparé. Le dossier a été fait commune et Tia Salé sera une autre commune. Mais ça, c'est un cas. Quand vous avez 40 millions, c'est ce qui est institutionnalisé pour faire un développement, ça peut construire un seul bâtiment de 3 classes dans un seul village. Vous avez peut-être 20 villages dans ça. Quelle que soit la magie que vous allez faire, les rues ne seront pas nettoyées. Et mieux, aujourd'hui, la taxe qui est prélevée, c'est-à-dire que le nettoyage des ordures, c'est ce que la plupart des gens ne savent pas, le nettoyage des ordures dans nos communes ne relève pas du maire. Ça veut dire que le maire ne devait pas nettoyer les ordures dans nos communes. Mais quand tout le monde se lève qu'il y a un tas d'ordures quelque part, qu'est-ce qu'on dit? Mais le maire, il ne travaille pas.
Mais c'est l'ANASUR qui est chargée par l'autorité de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire de faire ce travail-là. Mais après, on nous envoie les factures qui sont prélevées dans nos communes. Il y a une taxe qu'on appelle la TOEM, la taxe sur les ordures ménagères. C'est reversé à l'ANASUR qui utilise comme il veut, qui prend comment on appelle ça, des opérateurs privés et Abidjan ici pour gérer les ordures. Mais dans les communes, nous sommes laissés pour compte. Mais si toi, le maire, tu ne trouves pas le mécanisme de ramasser les ordures, on dit que tu ne travailles pas. Mais ça, c'est votre leadership. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé du désordre. Mais est-ce que ça on a besoin d'un maire pour faire l'ordre, la salubrité? Quand moi je quitte à la maison le soir que j'ai pas mon chauffeur, je rentre à la maison, je fais exprès, je conduis sur une voie normale. Les voies, il y en a 3 voies sur la route. Je prends une voie, mais tout le monde me klaxonne dessus. Parce que les gens veulent créer 5 voies et ils trouvent que moi j'obstrue leur passage parce que je suis en train de conduire normalement. Donc c'est nous-mêmes, population. Ma famille vit aux États-Unis. Quand je rentre à l'aéroport aux États-Unis, quand je descends à l'aéroport Atlanta, mon attitude face aux policiers qui me parlent, je n'ai pas la même attitude quand j'arrive ici. Je vous donne un exemple simple. Mes enfants quittent aux États-Unis, ils arrivent ici, ils voient au bord de la route, pendant qu'on les a pris à l'aéroport pour aller à la maison, des gens qui se mettent à l'aise. Il me dit, papa, regarde ce monsieur-là, il se met à l'aise sur la route. J'ai dit, non, il se lave les mains. Il dit, non, je l'ai bien vu. On arrive à la maison, le gardien ouvre le garage, le chauffeur fait marche arrière. Il me dit, non, papa, descends-nous sur le gazon, nous, on va se mettre à l'aise. J'ai dit, mais vous faites ça. Il dit, mais on a vu 2 messieurs sur la route en train de faire ça. Mais c'est cette mentalité-là que nous devons changer. Alors, monsieur le maire, dites-nous déjà, à Tanda, quel est votre budget de fonctionnement? Notre budget de fonctionnement, quand moi je venais à Tanda, il était de 139 millions, le budget total. On l'a monté l'année dernière autour de 300 quelque chose. Mais comme je dis... Il n'a rien à voir l'apport de l'État. Non, avec l'apport de l'État s'est amélioré depuis l'année dernière. L'État est en train de faire des efforts. Nous pensons qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Moi, je dis aujourd'hui, une commune comme Tanda, on devait avoir un budget d'autour de 2-3 milliards pour pouvoir satisfaire aux besoins de tout le monde. Alors, vous avez parlé d'institutionnaliser le budget. Ça veut dire quoi concrètement? Le développement, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, nous devons nous asseoir. Nous sommes en train de faire l'état général de notre décentralisation pour dire que chaque commune est intermédiaire. Il y a des communes qui sont classées en Côte d'Ivoire. Tanda, par exemple, c'est une commune intermédiaire. Il y a des grandes communes qui sont les chefs-lieux de région et puis il y a des petites communes. Les communes intermédiaires doivent avoir un budget qui avoisine tel montant. Moi, j'ai dit peut-être 3 milliards parce que j'ai fait partie de ceux qui ont fait l'étude. Et je pense qu'aujourd'hui, notre budget national peut permettre de soutenir un tel développement. Les gens me disent d'où va venir cet argent. Je dis mais l'argent va venir des ministères. On a des ministères qui existent en Côte d'Ivoire. On a combien de ministères en Côte d'Ivoire? 41 ministres. Aux États-Unis, il n'y a que 17 ministres. Donc il y a des ministères qui existent en Côte d'Ivoire que, à mon sens, on pourrait les transférer à la décentralisation avec l'argent. Quand moi, on me demande de construire des écoles à Tanda, mais tout le monde sait que oui, je suis obligé de me tourner vers le ministère de l'Éducation pour faire. Mais si ce budget-là, peut-être, est reparti de manière rationnelle, je dis avec une certaine manière réglementaire, et comme, vous savez combien les communes reçoivent par an pour construire des écoles, c'est 10 millions sur le budget. D'accord, ok. Donc alors, on ne peut même pas construire une classe. Madame, docteur, maître, avant que je ne revienne à vous, le transfert de la capitale à Yamoussoukro a été entamé. Il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Mais pourquoi ça bloque? Par exemple, le code des investissements, le dernier code des investissements, fait des allègements aux potentiels investisseurs. Mais quand vous prenez le projet des logements sociaux, il y a des logements sociaux qui ont commencé à sortir de terre là-bas. Mais le projet n'avance pas parce qu'il n'y a pas d'acquéreur, les gens se replient toujours sur Abidjan. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui bloque tous ces projets-là malgré les allègements proposés par le gouvernement? Alors, pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs facteurs quand même qui peuvent bloquer. Déjà, c'est le manque ou bien l'insuffisance des infrastructures. Parce que quand on n'est pas autonome en certains points, évidemment, on se replie sur Abidjan. Parce que c'est Abidjan, si vous voulez, c'est Abidjan qu'on peut trouver toutes les infrastructures dont on rêve. Vous savez, à Yamoussoukro, il n'y a pas... c'est vrai qu'il y a des grandes écoles, il n'y a pas d'université à Yamoussoukro. Alors, à Yamoussoukro, il y a des établissements sanitaires, mais quand on a des grandes urgences, c'est sur Abidjan qu'on se replie. Vous savez, il y a un certain nombre d'infrastructures comme ça, pour ma part, qui n'existent pas dans nos localités. Ce qui fait que tout le monde est obligé de se replier sur Abidjan. Ne serait-ce qu'après le bac, prenez les enfants. À part quelques grandes villes,
tout le monde se replie sur Abidjan à la recherche d'un tuteur. Parce qu'après le bac, bon, déjà la première porte de sortie, c'est l'université. Donc c'est Abidjan et puis quelques grandes villes maintenant. Après, les établissements spécialisés pour les personnes qui veulent avoir des formations qualifiantes à l'intérieur du pays, ce n'est pas également évident d'en trouver. Donc il y a un certain nombre quand même de facteurs comme ceux que je viens de citer qui font que ça peut traîner. Et à côté de cela, à l'intérieur du pays également, on n'a pas une société de consommation. Ça aussi, c'est un facteur. Vous imaginez quelqu'un qui va s'installer à l'intérieur du pays, dans une ville comme, je prends Daloa. Alors, il produit quelque chose qui est alimentaire. Mais il est obligé de replier après sur Abidjan parce que sur place, déjà en matière de marge de marché, ce n'est pas significatif, ce n'est pas consistant. Alors, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent freiner. Maître, à qui la faute? À qui la faute? Tout est bloqué, tout le monde descend sur Abidjan, tout est centralisé sur Abidjan. Abidjan est l'épicentre aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. À qui la faute? Qu'est-ce qui tarde? Le Code des investissements a bien fait les choses, en théorie. Le Code des investissements permet aux opérateurs économiques de se déployer dans des zones dites B, C, D même, la zone A étant celle d'Abidjan et alentour. Ce sont des incitations pour permettre aux industriels, aux promoteurs de s'installer dans ces zones. Mais comme madame vient de le dire, il n'y a pas d'accompagnement. Parce qu'en réalité, si ces industriels vont s'installer et qu'il n'y a pas sur place un levier de consommation, de vitalité tout simplement, on a beau accorder les allègements fiscaux pour permettre à ces entreprises de se créer, d'embaucher. D'abord, qui est-ce qu'on va embaucher? Oui, on va faire venir la main-d'œuvre d'Abidjan ou d'ailleurs pour aller la localiser à Korogo. Mais encore faudrait-il que le produit qui est fabriqué par l'entreprise soit consommé à Korogo et puisse faire une plus-value qui permette à l'entreprise de se développer. Sinon, la théorie est bien faite. La pratique veut que le gouvernement crée également des occasions en donnant les moyens aux collectivités décentralisées et pas seulement aux communes, aussi aux régions. Parce que depuis tout à l'heure, on parle que des communes. Pourtant, la commune dans la région ne représente que, j'allais dire, un dixième des attentes des populations. Parce que les vraies populations se trouvent dans les villages, dans les hameaux, dans les campements. Et vous n'imaginez pas quelles sont leurs détresses. Parce qu'eux, ils n'ont pas accès à la ville. Déjà, l'accès à la ville est un problème parce qu'il leur faut les moyens de locomotion. Déjà, rien que pour vivre au quotidien, il faut qu'ils puissent extraire leur production des champs vers déjà leur village, à fortiori, vers les villes. Donc, déjà, difficulté. Donc, il faut que le gouvernement, j'allais dire, le pouvoir central, accentue le mouvement de décentralisation, j'allais même dire de déconcentration, pour permettre au pouvoir d'être plus proche de ces populations et leur permettre ensuite de devenir une force d'addition dans ces zones-là, une force, comme elle a dit à juste titre, de consommation, ce qui va permettre à ces industries de se maintenir sur place et de nourrir le tissu économique qui va ensuite rayonner sur tout le pays. Si la déconcentralisation, elle est faite en théorie et que les actes en pratique ne suivent pas, si la déconcentration, si la décentralisation ne prend pas en compte les énergies nouvelles de ce pays, c'est-à-dire les cadres de chaque région qui, eux, comme monsieur le maire, qui est allé aux États-Unis, comme moi, comme beaucoup qui sont allés étudier au Gabon, au Sénégal, qui sont revenus, ils sont là, ces gens-là. Il faut leur permettre de participer à la vitalité de la région. Mais si, depuis la nuit des temps, c'est les mêmes acteurs qui jouent le même rôle dans la région et qui veulent à coûte que coûte empêcher les autres d'arriver dans la région pour jouer, ne serait-ce qu'un petit rôle. Chacun est tapis chez lui, à Bobo ou à Yopougon ou à Cocody, et ne s'intéresse à rien. Alors que chaque cadre, par l'action conjuguée de sa volonté, peut contribuer à aider monsieur le maire à avoir un budget dans sa commune, à aider le président du conseil régional à construire quelques dispensaires dans les villages pour permettre à la santé enfin de se rapprocher de nos parents et de sauver leur vie.
Ok, merci maître. Nous parlions tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure des régions, pour ne pas dire, monsieur Assalé, selon des chiffres recueillis lors des sessions ordinaires 2017 des conseils régionaux, la région du Béquet, par exemple, a investi près de 8 milliards de 2013 à 2016, la région du Guémont plus d'1 milliard, pareil pour la région du Bélier et ainsi de suite. Et dans les différents secteurs, éducation, santé, agriculture, infrastructure, mais avec tous ces investissements, on a l'impression que ça ne bouge pas, tout est bloqué. Est-ce que les budgets aussi alloués aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux conseils régionaux, ne sont pas insuffisants face aux besoins des populations? Il faut pouvoir faire une concordance entre les chiffres qui sont annoncés et les chiffres vraiment investis sur le terrain. Le Guémon, par exemple, j'ai vu sur des journaux qu'on y aurait investi 7 milliards en 5 ans. Je vous donne un exemple qui est très simple. Quoique vous mettiez comme mécanisme en place, si la volonté du pouvoir central n'est pas évidente, il ne se passe rien. Voilà. On peut dire on déconcentre tout, on décentralise tout, mais si ce qu'on annonce par la main droite est récupéré la nuit par la main gauche, que ça reste à Abidjan, on ne va nulle part. Je vous donne un exemple très simple. À l'époque, il y avait les conseils généraux. Oui. Les conseils généraux. À Thiès-Salé, par exemple, que je connais le mieux, il y avait le conseil général qui avait un budget en investissement et en fonctionnement de près de 500 millions. Et puis on arrive, on dit on va créer les conseils régionaux. On regroupe Thiès-Salé, on regroupe Tabo, on regroupe Sikassi, on associe maintenant à Arboville, à Rubino, à Séchi. Vous voyez comment ça devient grand. Et puis tout ce groupe, tout ce monde-là réuni, tous ces départements réunis, ils sont à 444 millions en investissement et en fonctionnement. Thiès-Salé seul avec 500 millions. On regroupe maintenant ça avec Arboville. Arboville, tu fais 4 fois Thiès-Salé. Et puis on est toujours à moins de 500 millions. Où est la volonté de rapprocher le développement des populations? Maître parlait des villages. C'est un drame. Il faut pouvoir aller sur le terrain pour découvrir la souffrance des populations. Et donc quand on donne 500 millions à toute une région, dites-vous que la structure de Morocco, d'où je viens là, le président du conseil régional, depuis qu'il a été élu en 2013, n'y a jamais mis les pieds. Pas parce qu'il ne veut pas y aller, mais quand tu vas là-bas, tu dis quelque chose aux populations, tu leur as promis des écoles, tu leur as promis des routes, vous n'avez pas ça. Comment vous faites? Par conséquent, il travaille là où il y a plus d'électeurs, donc à Gouville, où s'il fait 30% de participation, il est élu. À Morocco aussi, ils ont trop voté, c'est à peu près 1000 personnes, ça ne peut rien faire pour eux. Donc les gens font des choix par rapport au budget que l'État met à la disposition. C'est une question de volonté politique. On a dit il y a tout à l'heure, qui devait donner la capitale, mais pendant la campagne de 2010, les candidats ont dit dès qu'on est élu, on s'installe à Yamoussoukro. Monsieur Assalé, je vous coupe la parole poliment parce que, attendez. Non, j'ai fini de ça. Non, ce que vous dites est très juste. J'apprécie. Oui, mais je vais finir. Mais attendez, l'État, on va lui mettre tout sur le dos, l'État, le dos large. L'État est là justement pour accompagner les collectivités, les régions. Mais n'oubliez pas que dans les régions, il y a aussi des richesses qu'il faut pouvoir exploiter. Et tout à l'heure, je l'ai dit, la première richesse à exploiter dans une région, c'est l'homme. Il faut déjà pouvoir rassembler les cadres, déjà leur permettre de participer. Il ne faut pas cloisonner leurs énergies. Attendez, il ne faut pas cloisonner leurs énergies. La deuxième richesse, c'est les ressources naturelles. Il y a des régions où on a des mines. Chez moi, dans le Lodjibois, nous avons de l'or à profusion, à Iré. Nous avons du manganèse à Guitry. Nous avons de l'argile à Iré, mais dit-on. Nous avons de l'or, nous avons du bois. Nous avons la forêt, nous avons du bas-fond à perte de vue. Nous avons du cacao, du café, de l'EVA, du palmier à huile. Voici autant de richesses sur lesquelles, vous-même qui avez dit tout à l'heure, qu'il faut du leadership, que le président du conseil régional doit exercer un vrai leadership pour pouvoir montrer à l'État qu'il est capable de participer
à la négociation, aux discussions de ces contrats, justement de ces infrastructures, de ces besoins. Et sur les contrats, tailler la part de sa région. Oui, c'est une question de négociation. Mais s'il n'y a pas de leadership, et que le président du conseil régional est phagocyté dans un système où même le budget qu'on lui alloue ne lui accède qu'après avoir été filtré. Comment peut-on arriver à parler de développement et tout mettre sur le dos de l'État? D'accord, ok, maître, c'est clair, on va juste dire un mot. Il va terminer, monsieur le maire. Monsieur le maire. D'accord, ok, allez-y, monsieur le maire. Des régions qui ont des mines, qui ont tout ce que vous avez dit. Quand une société vient s'installer dans votre commune pour exploiter l'or, la société paye ses impôts, ses taxes, ses redevances à l'État de Côte d'Ivoire. La commune a 0 franc. Non, je parle de leadership, c'est lui. Non, quel que soit le leadership que vous avez mis en place, vous n'avez pas l'autorité d'aller discuter avec cette société qui est installée. Je ne crois pas. Il faut créer cette autorité. Non, je vous le dis que c'est ce qui est dans la loi, dans l'État, dans la législation ivoirienne aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une institutionnalisation. Si ça vient de là-bas, il n'y a pas de problème, les choses peuvent changer. À l'état actuel, vous avez une commune comme Yopougon, qui est une zone industrielle à perte de vue. Les industries de Yopougon, vous savez combien ça verse à la commune de Yopougon? 0 franc sur leur budget aujourd'hui. Mais donc c'est là qu'il faut aller plus loin pour dire que c'est une question étatique, qu'au niveau institutionnel, qu'on en parle pour dire que s'il y a ça, vous gagnez ça. Et ça se fait dans certaines grandes nations. Monsieur le maire, encore une fois, je reviens à l'enseignement de M. Assalé, que j'apprécie beaucoup. Vous avez dit, c'est une question de leadership. Et moi j'ai ajouté que le leadership se fait avec les hommes. Si les hommes, les femmes et filles de la région conjuguent leurs efforts et démontrent à l'État qui s'intéresse à leur région, en allant discuter avec le Premier ministre, le Président de la République, sur les contrats justement miniers et autres dans leur région, je crains fort que l'État ne puisse pas ouvrir des passerelles pour permettre à la région de se développer. Mais si tout le monde est divisé, merci maître. Merci, je pense qu'on va... l'État ne pourra faire. Je pense que votre point de vue est bien perçu. Voilà, votre point de vue est bien perçu. Je vous laisse rapidement terminer sur le point que vous abordiez. C'est vrai. Mais comme on le dit, on a un système où le pouvoir central est très fort. On a un système, j'allais dire même présidentialiste, avec toutes les institutions qui sont concentrées dans les mains de quelques individus. Quand vous êtes dans une telle configuration, vous ne pouvez pas faire émerger le leadership local si vous n'êtes pas dans un système qui permet, justement, sans affronter le pouvoir central, de pouvoir faire bénéficier des choses aux populations. Absolument. Voilà. Donc, il faut être extrêmement malin dans ce processus-là pour ne pas se griller les ailes. Et il faut... Moi, par exemple, j'ai voulu aller au Parlement. En 2016, j'étais candidat aux législatives. Je suis journaliste d'investigation. Il y a des choses que je révèle et pour lesquelles je suis meurtri de voir qu'il n'y a pas de réponse de l'État. Là, par exemple, sur le guichet unique, je suis un peu satisfait parce qu'il y a des réactions, il y a des arrestations. Et je sais que l'État va pouvoir récupérer près de 20 milliards en moins d'une semaine. On aurait été au Parlement, que ce qu'on aurait écrit dans le journal, le Premier ministre qui vient au Parlement pour s'expliquer sur le budget, c'est les questions que je lui poserais. Même si une ne fait pas le printemps, que les gens vont voter comme un seul homme parce qu'ils sont dans un parti politique, mais au moins, on aura posé la question et le débat se sera fait. C'est comme ça que petit à petit, on peut faire évoluer les choses. Il y a des richesses locales, il y a des leaderships locaux, mais le système est tel que, quoi que vous fassiez au plan local, vous êtes obligé de vous rapprocher d'un certain nombre d'individus. C'est du réalisme, mais je ne suis pas fataliste. D'accord, alors, d'accord, ok. Merci beaucoup, merci messieurs, merci. Alors, la vision du président Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, un pays émergent. Aujourd'hui, les localités de Côte d'Ivoire rencontrent des difficultés pour décoller. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On a établi un peu les blocages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Oui, madame, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour amorcer le développement et atteindre l'objectif en 2020? Parce que nous sommes déjà à 2 années de la date butoir. Alors, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même pas par quoi commencer. Et il faut bien commencer quelque part. Il y a tellement de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour amorcer ce développement? Déjà, rendre fonctionnel ce processus de décentralisation, parce qu'il ne faut pas que ce soit que sur le papier. Donc faire quand même encore un petit effort, même s'il y a déjà des efforts qui sont consentis, pour permettre à nos autorités
locaux de pouvoir avoir déjà les moyens de leur politique. Même si c'est ne serait-ce qu'en partie, et puis ça pourrait être graduel au fur et à mesure. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Un second pas, pour moi, il y a une question, si vous voulez, de volonté. Ce que j'appelle la volonté politique. Oui. Donc déjà, en termes de volonté, c'est très bien déjà de mettre les moyens et toute la manière pour transférer un certain nombre d'activités au niveau de Yamoussoukro. Mais il n'y a pas que Yamoussoukro. Il y a encore certaines grandes villes qui peuvent rayonner sur de plus petites autour. Donc pour moi, la volonté aussi politique serait de pouvoir opérer des activités claires, fonctionnelles dans ces différentes zones. Je prends un exemple simple. On a des localités où la pêche est une activité, est une richesse. Comment créer cette richesse? Comment la développer? Comment la rendre aussi industrialisée que possible pour permettre aux locaux, à nos enfants, à nos frères et sœurs qui sont sur place de bénéficier de cette richesse et vice versa, parce que dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, nous avons des richesses. Mais on est étonné de voir, pour nous qui allons dans les villages, dans les campements, de voir que pour tout ce que nous produisons, on est encore à des pratiques qui datent de... Je sais pas, de Mathusalem. Vous voyez. Donc pour moi, l'État devrait, avec nos élus locaux, faire en sorte justement de créer ces richesses-là dans nos différentes localités. C'est quelques pistes. Voilà, je voulais juste, avant que... Avant que on parle d'émergence. Alors, il faut bien qu'une personne parle entre vous. Non, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller le développement. Et donc, M. Saleh avait déjà répondu dessus. Là, je veux corriger. Le développement a déjà décollé en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr que le développement a déjà décollé? Et puis le développement a décollé, mais c'est un long chemin. C'est un long processus. Nous sommes en train de partir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, ça il faut le dire clairement. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut pouvoir continuer d'aller dans ce bon sens. Voilà, moi je voulais prendre un cas. Voilà, donc ça, je voulais prendre un cas, pour qu'on parle d'émergence dans 2 ans. Oui. Je voulais prendre un cas, par exemple, prenez la ville de Boaké. Actuellement, il y a un problème d'eau à Boaké. Oui. Le seul barrage qui alimentait pratiquement 70% de cette localité, c'est le barrage de la Loca. Quand on prend le code de l'eau, il a écrit en son article 39 que sur le périmètre du barrage, aucune activité humaine ne doit être installée. Mais il s'est trouvé des élus, préfets, maires, vous pouvez imaginer, qui ont accordé des permis d'exploitation de carrières de sable sur le périmètre du barrage. Ça, ce sont des révélations. Je détiens des rapports. Ça, ce sont des révélations. Je détiens des rapports, des rapports dans lesquels se trouvent ces dénonciations-là, officielles. Ils ont créé 13 carrières sur le site du barrage. De sorte que quand il pleut maintenant, l'eau de ruissellement n'arrive même plus au barrage, stagne dans les carrières et le barrage s'est asséché en 2 ans. Aujourd'hui, c'est 800 000 personnes qui sont dans la tourmente. On parle d'émergence, elle est d'abord mentale. C'est les fonctionnaires qui font ça. Aujourd'hui, le pays, tout Boaké est dans la tourmente, avec les risques de troubles sociaux que cela peut entraîner. Première chose. Deuxième chose, prenez Abidjan. Il y a eu beaucoup de routes qui ont été refaites à Abidjan. Depuis pratiquement 2011, pratiquement chaque mois, il y a une route qui est refaite. Mais on a l'impression qu'il n'y a aucun impact sur la circulation. On peut faire aucun déplacement à Abidjan. Par le plateau, Coco du plateau, vous mettez 1 heure. Tout simplement à cause de l'indiscipline. L'indiscipline, c'est la seule raison. Les bagarres gardent partout. Les taxis gardent partout, les gens passent et en toute impunité. Les autorités qui arrivent, elles ont leurs flèches, elles ont leurs policiers avec eux, ils font l'ouverture des voies et puis ils s'en vont, ça se referme. Ouais. Ok, d'accord. Je termine dessus. Oui. Le mardi, c'est passé, là où je suis du pays, on n'a pas pu voyager parce que le grand carrefour de Koumassi a été paralysé pendant 8 heures. Tous ceux qui avaient un avion à prendre sont revenus à la maison. Vous parlez d'émergence. Quand le minimum c'est de mettre de l'ordre dans la cité, vous ne pouvez pas le faire.
Tout ça aussi, ce sont des éléments qui doivent être revus pour nous amener à l'émergence. Alors, monsieur le maire, le Sénat a été créé tout récemment. Les pouvoirs ont promis que le Sénat serait une institution de développement. Quel rôle le Sénat peut jouer dans le développement des régions? Est-ce que vous pensez que le Sénat peut changer quelque chose dans le développement des régions? Oui, je pense que le Sénat va contribuer à faire avancer les choses en Côte d'Ivoire, puisque la plupart des sénateurs sont soit liés au développement, aux élus locaux, aux collectivités territoriales. Et je pense que dans l'esprit du Sénat, de la mise en place du Sénat, c'était cela. C'était que les populations puissent participer au Parlement à travers le Sénat. Et je pense que ça va faire, c'est pas dès sa mise en place qu'on va commencer à voir le changement, bien entendu. Et là aussi, il va falloir que, comme on l'a dit, qu'on ait des sénateurs qui eux-mêmes comprennent déjà leur rôle et qui acceptent souvent d'aller demander ce qui devait être fait, d'aller demander que ce soit fait. Parce qu'il y a ça aussi. Être un parlementaire, il faut aussi souvent avoir le courage d'aller un peu plus loin et d'aller demander que certaines choses soient faites. C'est vrai que tout ça, ça va se mettre lentement en place parce que à cause de notre réglementation, même en Côte d'Ivoire, il a dit tout à l'heure, il voulait être parlementaire lui-même, M. Assalé, mais il y a des parlementaires aujourd'hui qui posent des questions. Il y a notre sœur qui est, on a des gens de l'opposition quand même qui sont là. Donc il y a des gens qui posent des questions, mais notre administration peut-être progressivement va arriver au point où nos parlements pourront être des parlements comme on aurait souhaité. D'accord, ok. D'accord. Alors, mettre vos solutions pour une émergence à l'horizon 2020 ou encore pour décoller nos régions qui sont en retard par rapport à Abidjan. Cette question me plaît beaucoup. Pour moi, tout ce que vous avez dit est juste. Oui. Mais il faut surtout dépolitiser notre société. Il faut faire un petit effort de dépolitisation. Vous voyez, je reviens, comme vous l'avez dit, de la campagne. J'ai fait 31 villages de la sous-préfecture de Iré en 8 jours. Auparavant, j'avais fait l'équivalent ou à peu près une quarantaine de villages dans la sous-préfecture, dans le département de Lakota. Et ça va se poursuivre à Divo, un peu partout. Je suis à l'écoute des populations et je suis, j'ai envie de dire, surpris de voir que toutes les populations, les villages baoulés, les campements baoulés, Dida, les campements Gouro, les campements, j'allais dire Bété, mais toute la région, tous les villages ne font pas de différence entre celui-là ou celui-ci, ne regardent que aux propositions. Et moi, je propose avec mes amis, puisque j'ai été consacré en 2016 comme étant le flambeau du développement de la région du Lodjibois, et avec ce flambeau en main allumé, je vais de hameau à hameau pour écouter les populations et entendre leurs besoins. Et là, je me rends compte que les populations n'ont pas besoin de chapelles politiques pour adhérer au développement. Alors il faut dépolitiser la société. Il faut essayer de la dépolitiser parce que le choix des hommes est la clé du développement de nos pays. Si à la place où il faut, au moment où il faut, on ne met pas les hommes qu'il faut, M. Assalé, nous sommes voués à l'échec. Mon frère vient de le dire, à l'instant. Alors, un parlementaire, c'est un élu qui doit être en même. Il a dit qu'il doit avoir le courage. Il est très politique. Mais un parlementaire, ça doit être quelqu'un qui est choisi en fonction de ce qu'il peut apporter, de la façon dont il peut poser les problèmes et aller trouver les clés de solution. Ce qu'on constate, c'est que même dans les dispositions institutionnelles, même dans, j'allais dire, la CEI et tout ce qui contribue à choisir les hommes, il y a des clés partout pour empêcher certaines personnes de la société d'accéder. Or, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne dit qu'on est tous égaux devant la loi et tous les Ivoiriens devaient être capables d'agir de la même façon, avoir les mêmes bénéfices de l'intérêt national. Malheureusement, en pratique, beaucoup d'Ivoiriens pétris de talents, parfois ayant les moyens, qui sont même des fois obligés d'aller dépenser à l'extérieur parce que les institutions les empêchent
de sauter le mur et d'agir. Alors, il faut dépolitiser la société. Ok, c'est bien noté. Dépasser les relations et permettre aux gens de participer. Merci beaucoup, Maître Zéori. Alors, monsieur le maire, rapidement, en quelques secondes, nous sommes un peu pris par le temps. Voilà, rapidement, votre dernier mot. Je pense que pour moi, ce n'est pas forcément les hommes. Tant qu'on va continuer d'échanger des hommes... Je pense qu'on va se retrouver encore pour continuer le débat. Mais aujourd'hui, quand le système va rester le même, oui. rien ne va changer. En Côte d'Ivoire, il faut des réformes. Moi, j'ai demandé à un leader de la police, j'ai dit le rôle de la police, c'est quoi? Il dit, ah, monsieur le maire, tu veux m'insulter? Et puis je l'ai écouté. Il dit, mais ils assurent notre sécurité. Et puis j'ai souri. Je n'ai plus rien dit. La police devait être l'organe de régulation de nos sociétés. Monsieur Assali l'a dit tout à l'heure, quand vous allez à la maison, qu'il y a un embouteillage monstre, pourquoi? Il y a des policiers qui sont là, qui essaient de réguler la circulation, mais ça ne devait pas être leur rôle. Leur rôle devait être de sanctionner ceux qui créent le désordre. Vous allez aux États-Unis, il y a un seul policier dans la circulation. Nous avons 7 voies. Il y a 14 voies, 7 dans chaque sens. Un seul policier dans son véhicule. Dès qu'on le voit, tout le monde ralentit. On va à la vitesse limite de 65 km à l'heure. Personne ne parle à son ami. On n'ose même pas le regarder dans son véhicule. On demande à sa femme, il est où, il est où? On dit, il est à gauche, ça ne regarde pas à gauche. Et chacun compte un seul policier. Mais ici, le policier, ils sont dans la rue, en train de lutter avec les gens. Personne ne les respecte parce que l'institution de la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire, n'a pas demandé qu'ils fassent le travail d'une certaine manière. C'est cette réforme-là qu'il faut mettre en place en Côte d'Ivoire et les choses vont commencer à aller d'elles-mêmes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, madame Nantari, rapidement, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est que... Je sais que vous auriez aimé continuer encore le débat, mais là, il faut qu'on arrête. Il est passionnant. Mais mon mot de fin, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que nous ne devons pas être fatalistes, nous devons y croire, parce qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Mais n'oublions pas une chose, une seule chose. Je pense que c'est l'essentiel. C'est l'homme qui est au centre de ce développement. Et si nous ne prenons pas en compte cette dimension humaine, et nous pensons qu'il suffit de mécaniser les choses pour que ça avance, je pense que ça ne marchera pas. Mettons véritablement l'homme au centre de ce développement. D'accord. Alors, monsieur Assalé, votre dernier mot. Je dirais que le développement tel qu'il est construit aujourd'hui est une très belle idée. Mais la décentralisation en Côte d'Ivoire n'est pas une réalité. C'est des choses qu'il faut avoir le courage de dire. La décentralisation en Côte d'Ivoire n'est pas une réalité. Les élus locaux n'ont aucun pouvoir de décision. Ils ne maîtrisent même pas les manettes du développement de la localité. Tout est dans les mains politiques. Tant qu'on ne coupera pas, comme le maire l'a dit, on ne fera pas les réformes qui vont avec. Puisque, madame l'a dit, l'homme est au centre du développement. On ne le fait pas pour les animaux, c'est pour l'homme qu'on fait le développement. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de frein à créer pour permettre aux hommes de vivre mieux. Le pouvoir central devait pouvoir irriguer la société par la volonté de réforme à 100% et éviter les petits calculs politiciens qui font que on n'avance pas. Ce pays-là est tellement politisé que quand un problème national est posé, on le traite autrement. Je voudrais que ce soit mon dernier. Peut-être c'est parce que vous écrivez trop, monsieur Assali. Et voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Oui, mais vous l'avez déjà dit. Alors d'accord, rapidement, juste quelques secondes. Juste quelques secondes, allez-y. Je voudrais saluer les populations de Divo, Lakota, Guiré, Guitry, et leur dire de garder espoir dans l'état de Côte d'Ivoire, leur pays. Les réformes attendues, nous faisons confiance à notre pays, vont être faites et les hommes qu'il faut seront mis à la place qu'il faut pour que le développement participatif qu'ils attendent, auquel ils ont déjà adhéré, ait lieu effectivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Nous parlions aujourd'hui du développement de nos régions en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions sur ce plateau M. Amadou Koné, maire de la commune de Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Maître Zéori Bertin Paul Arnaud, notaire, conseil spécialiste de la gestion du patrimoine, enseignant-chercheur des universités. Avec aussi Madame Touré Nantari, enseignante-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et spécialiste en développement durable. Et bien évidemment de M. Assalé Tiemoko, grand journaliste et directeur général du journal L'éléphant déchaîné. Merci à tous. Merci à la réalisation, à Lignon Gilbert, à Marius Seri, à Soro Tchelina et aussi au rédacteur en chef Jean-Charles Sibaï. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça fait débat. Voilà.